La liberté d'expression est mise à mal dans notre pays. J'ai mon petit-neveu, devenu mon collègue, bien connu des médias, Yann Michel, qui au sorti d'une émission à Vision 4, a été carrément agressé, roué de coups de poing, par deux individus cagoulés, menaçant avec des couteaux, qui lui ont reproché le fait d'être très dur envers le régime, qu'il n'avait pas à critiquer le RDPC. Et on lui a également dit qu'il semble ne pas avoir retenu les leçons de l'épisode qu'il a connu à l'université de Berthois. C'est pour ainsi dire qu'il faut avoir des nerfs pour vivre dans ce pays. Néanmoins, le combat continue. Par rapport à votre question, ça je vais aller droit au but. J'avoue et je suis très embêté que la question que vous posez suscite, à mon sens, crée un véritable problème de santé publique. On ne comprend pas que nous soyons confrontés à des difficultés dans ce pays. Les universités sont en lambeaux. Les voies de circulation sont dégradées. Les poubelles un peu partout. Des salaires indécents. Un pays terne. Aucune visibilité pratiquement. Et qu'on vienne nous rabâcher les oreilles à tout moment sur cette histoire de mandat impératif, hein, mandat représentatif. N'avons-nous pas mieux à faire? C'est assez gênant. Il y a un moment, ça je vais en venir, excusez-moi, vous m'avez appelé, je bavarde beaucoup. Il y a un moment, oui, je vais en venir. Éclaircissez l'opinion. Oui, je vais éclaircir l'opinion, mais permettez que je vous dise qu'il y a mieux à faire. Hier, c'était deux petits frères qui étaient carrément laminés dans les médias. Le matin est office, à midi est office, le soir est office. En politique, le matin Cabral, à midi Cabral, le soir Cabral. Et aujourd'hui, nous assistons à une hystérie collective. Camto le matin, Camto le soir, Camto l'après-midi. Mais c'est pas possible. Camto n'est pas une création ex nihilo, c'est quand même l'enfant d'un père et d'une femme. Mais quelle est cette manière de divertir le peuple alors qu'il est confronté à des situations plus graves, à des débats plus pertinents? Néanmoins, puisque vous insistez que je réponde à la question, parce que j'avais dit que je ne vais pas m'exprimer sur cette question, il y a mieux à faire, une gouvernance mortifère, voilà un thème très important, une opposition muselée par le pouvoir, voilà un thème important. Je vais répondre à cette problématique. La question de savoir, je résume, ou alors je reformule, si Maurice Kamto peut ou non être investi comme candidat à l'élection présidentielle directement par le biais de son parti politique. La querelle naît du libellé de l'article 121 alinéa 2 du Code électoral. Tout à fait. Qui évoque la formule de parti non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite. Ça suppose qu'il y a des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque le législateur argue de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, ça suppose qu'il y en a qui ne sont pas représentés. Et comme dit-on, le MRC n'aurait pas d'élu, il ne peut pas être investi. Le nœud du problème est celui de la représentation. On va droit au but. La Constitution, parce que je me réjouis de ce que, depuis bientôt 2 ans, j'ai pu amener modestement les Camerounais à lire la Constitution. Parce qu'à tout moment, ad nutum, on nous parle de la loi. La loi a fait ceci. Mais il y a le grand frère juridique de la loi, c'est la Constitution. Je vais convoquer quelques dispositions de la Constitution pour tuer le débat. Déjà de 1, régler ce problème par ce qu'on entend par représentation, et puis évoquer un autre argument juridique. J'ai fait un post là-dessus, de 3 pages. Je pensais que le débat avait déjà été clos. Mais que non. Alors,
Voilà ce que dit l'article 15, alinéa 2 de la Constitution. Le député représente l'ensemble de la nation. Voilà ce que dit l'article 20 de la Constitution. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Voilà ce que dit l'article 57 de la Constitution. Le Conseil régional représente les départements et les chefferies traditionnelles. Dites-moi un peu, quelle est la disposition de la Constitution qui fixe assez clairement, ou si vous voulez dans une clarté irréprochable, que le député, le sénateur, ou alors les autres élus locaux représentent leur parti politique. Le problème est le suivant. Alors que le constituant postule de la représentation nationale, la loi, elle, parle de la représentation partisane. Vous convenez avec moi qu'il y a contrariété entre la Constitution et la loi. Voilà le nœud du problème. Et s'il vous plaît, pourquoi est-ce que le débat a pris de l'ampleur? Justement, on avait posé la question. Oui, je vais en venir. Parce que si c'est aussi vrai que le nez est au milieu d'un visage, quand vous convoquez la Constitution pour clore le débat, pourquoi justement ça fait débat? Parce que des éminents juristes aussi disent au contraire de ce que vous dites. Vous parlez de quel éminent juriste? Lequel? Vous n'avez pas cité de nom, mais il y a des universités qui... Bon, s'il vous plaît, je suis... Oui. Yes. Prof, just go ahead with your development, because we are also interested in section 121 of the Electoral Code, which is the law, and section 6, sub 6 of the Constitution. Go ahead, please. Bon, alors, j'étais en train de dire, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que le débat prend de l'ampleur? Vous savez, le droit est réservé aux mains expertes. Il y a un moment, on a exhumé une vidéo dans laquelle le professeur Maurice Kamto disait qu'il est conscient de ce qu'en l'état de la loi électorale, le MRC n'ayant pas participé aux élections, ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Vous vous souvenez de cette vidéo? Alors on a dit non, Kamto est incohérent. Non, je vous dis que Kamto est très cohérent. Kamto a bien dit, sous l'empire de la loi. Or, cette loi est non conforme à la Constitution. Déjà, je rappelle qu'en 1996, Maurice Kamto a co-signé un article avec un collègue qui est un frère Sawa sur la nullité du mandat impératif et qui, à l'heure actuelle, est le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Mais je demande pourquoi est-ce que ce collègue ne sort pas de l'ombre pour dire qu'il a partagé avec Maurice Kamto dans cet article, à l'article 15, à la page 15 de sa conclusion, que la loi n'a pas à être contraire à la Constitution. Que nous, le législateur, se devait de faire ce que dit le Constituant. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, pour vous dire que Maurice Kamto était très cohérent. Donc, selon l'argument de la représentation, vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, que nulle part dans la Constitution, il n'y a aucune disposition qui dispose, s'il vous plaît, il n'y a aucune disposition dans laquelle on parle de la représentation du parti politique dans la Constitution. Je vous mets au défi, donnez-la moi. Donnez-la moi. Par contre, là où la Constitution parle des partis politiques, c'est à l'article 3. Et voilà ce que dit l'article 3. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont un vecteur qui propulse les candidatures. Right, Prof, Ils participent, s'il vous plaît. Attendez, permettez que je déroule. Je n'ai pas terminé. Vous m'avez invité, permettez que je déroule. Vous avez le temps de poser la question. Ils doivent respecter les principes de la démocratie. C'est ce que dit l'article 3. La démocratie postule de quoi? Des élections inclusives et de la souveraineté. C'est le peuple qui est souverain, qui doit choisir. On ne doit pas limiter. Voilà donc le premier argument
Je résume. La représentation sous le prisme de la Constitution ne postule nullement, ne met jamais en exergue le parti politique, mais plutôt d'autres entités. Exactly. Je dis, je me résume, les députés représentent l'ensemble de la nation, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et les conseils régionaux, les départements et les chefferies traditionnelles. Permettez que je donne un dernier argument massu. Parce qu'en fait, de quoi s'agit-il? Nous posons le problème de savoir si Maurice Kamto a le droit, la latitude, la prérogative de se présenter à l'élection présidentielle sous la bannière directe de son parti. Ce sont les droits fondamentaux qui sont mis. Ce sont les droits fondamentaux qui sont mis ici en cause. Vous verrez que c'est la loi qui semble enlever cette prérogative à Maurice Kamto. C'est pour ça que je dis que c'est un vain débat. Le problème est véritablement politique. Pourquoi est-ce que je le dis? Allons-y. Vous savez, moi j'élève toujours le débat à l'échelle constitutionnelle. Voilà ce que dit la Constitution de 1996. Le préambule, si vous l'avez ouvert, c'est quoi le préambule d'une constitution? Le préambule d'une constitution est ce premier versant documentaire, c'est-à-dire les toutes premières pages de la constitution avant le dispositif, article 1, 2, 3, qui énonce un certain nombre de considérations politiques auxquelles le peuple camerounais est attaché et qui énonce enfin un certain nombre de droits et de libertés. Kamto a-t-il le droit? Je dis oui. Pourquoi? Voilà ce que dit la Constitution. Le préambule en matière de droit, après les énoncés de déclaration, après les énoncés de doctrine politique. Voilà ce que dit la Constitution. Je cite au préambule. Le peuple camerounais dit que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de croyance, a des droits inaliénables et sacrés. C'est inscrit dans la Constitution. L'être humain a des droits inaliénables et sacrés. Comment la Constitution peut-il dire que les droits sont inaliénables, on ne peut pas y toucher, et le législateur entend moduler? Non, pas du tout. Le préambule continue, s'il vous plaît. Le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits des peuples, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les conventions y afférentes. Je voudrais vous rappeler ici l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, parce qu'en fait, voilà le nœud du problème, les droits politiques. L'article 26 dispose, et parce que ça, il faut le dire, ces instruments normatifs internationaux font partie intégrante de la Constitution, en application de l'article 65 de la Constitution, qui dit ceci clairement: le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Il y a l'article 45 de la Constitution qui dispose que les accords ou traités internationaux sont les accords ou traités internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, en dehors de la Constitution, qui est hiérarchiquement supérieure à la loi, même les instruments normatifs internationaux sont supérieurs à la loi. Le Cameroun, s'agissant de ce pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'a ratifié en 1984. Donc ça fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Et voilà ce que dit l'article 26. Pour chuter. Tout citoyen a le droit d'être élu dans le cadre des élections périodiques
honnête et égale, de manière à assurer la libre expression de l'électeur. Article 26, tout citoyen a le droit d'être élu. Mais pourquoi voulez-vous interdire à Maurice Kamto de ne pas être élu, alors qu'il y a une convention internationale qui dit qu'il a ce droit? Et on dit bien dans le cadre des élections honnêtes, égales, et de manière à assurer l'expression libre de l'électeur. That's interesting. C'est donc pour vous dire, sous le bénéfice de ce qui précède, en combinaison des dispositions pertinentes de la Constitution que je viens d'évoquer, qui, ici, traite de la notion de la représentation, fixe bien le domaine rationnel personné de la représentation, ainsi qu'en convoquant les libertés fondamentales, inaliénables et sacrées prescrites par la Constitution, j'en conclus que c'est un vain débat juridique. Et qu'à mon sens, le problème est éminemment politique. Pourquoi est-ce que le problème est éminemment politique? Vous devez comprendre, pour être rassuré de ce que vous dites, la Constitution, à son article 15, évidemment, alinéa 3, parle de cette nullité du mandat, mais cette même Constitution dit à son article 6, et Formiam s'en relevait, c'est passé très rapidement, article 6, alinéa 6, que justement, le régime des élections présidentielles fixé par la loi. Très bien. Alors, s'il vous plaît, la Constitution fixe les grands principes. Est-ce que je me fais comprendre? Exactement. Et la loi, le législateur organise. Mais dans l'organisation des grands principes, dans l'aménagement des grands principes, le législateur n'a pas à s'écarter du sentier fixé par la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tout ne peut pas être contenu dans la Constitution. Pour la simple raison que la Constitution n'est pas la seule norme de l'État. La Constitution a un domaine bien prescrit, bien déterminé. La Constitution règle la question des droits fondamentaux des citoyens, ainsi que le statut du pouvoir. C'est tout. C'est justement la raison pour laquelle le constituant donne la charge au législateur d'aménager un certain nombre de droits et de libertés, conformément même d'ailleurs aussi à l'article 26 de la Constitution, en conformité avec la Constitution. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne saurait y avoir de tango juridique. C'est-à-dire que la Constitution dit A et le législateur dit A'. C'est normal que l'article 6.6 est délégué, est demandé au législateur de fixer dans les détails l'aménagement, les conditions, le régime juridique de l'élection présidentielle. Mais il n'a pas le législateur. Le législateur n'a pas à s'écarter du sentier fixé par le constituant. Si le constituant dit allons à gauche, nous devons aller à gauche. Si le constituant, si le législateur dit allons à droite, il y a un glissement qui pose un problème d'inconstitutionnalité. Voilà ce qu'il faut démontrer aux Camerounais. In other words, you are saying that the electoral code, for example, which in this sense, according to the description and the delegation of powers by the Constitution in Article 6.6, the electoral code is the law that fixes the organization of elections in Cameroon. Their development gives the understanding that the electoral code in this context is of no use. Très bien. Vous posez là une très bonne question. Je vous assure qu'en l'état actuel du droit constitutionnel, cet article 121.2 est inapplicable. Tout simplement parce qu'il s'écarte du sentier fixé par la Constitution. Il est inapplicable. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est la raison pour laquelle je vous disais que le problème n'est pas juridique. Au plan du droit, il s'agit d'un vain débat. Le problème est éminemment politique. Parce que vous vous souvenez que ça fait depuis des années que l'opposition camerounaise et la société civile exigent, demandent que l'on s'asseye afin d'adopter un code électoral consensuel et l'épurer des choses qui ne marchent pas, comme cette question de l'inconstitutionnalité. Qu'est-ce que l'opposition reçoit comme réponse? L'arrogance du pouvoir. Et vous vous souvenez que la présidente de l'UDC, c'était encore à quelle occasion? Yes, there's a platform. It's a platform. Ouais, avait dit au président de la République que l'opposition lui avait envoyé
des propositions de modification du code électoral. Et elle nous a fait savoir que le président a dit qu'il n'avait jamais eu ça. Mais attention, de qui se moque-t-on? Donc c'est pour vous dire que le problème du mandat impératif qui est nul, conformément à l'article 15.3 de la Constitution, Exactly. hein, Article 15. et qui institue le mandat représentatif à l'article 2, si cette disposition ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que vraiment le problème est essentiellement politique. Parce qu'on ne comprend pas que le Constitution dit une chose et le pouvoir fait autre chose. Je vous prends un exemple très concret, surtout en cette matière. Prenez même le code électoral, allez à l'article 4, s'il vous plaît. Prenez l'article 4 du code électoral. L'article 4 du code électoral règle deux questions. La première, à l'alinéa premier, le statut d'Élection Cameroun. On dit bien que Élection Cameroun est un organisme, je cite, indépendant. Un organisme indépendant. Article 4 of the Electoral Code. Voilà. 4 sub 1 or sub 2? 1. Sub 1 says Election Cameroun. Oh, this is French. Election Cameroun. Oui, on peut le lire. Hein? Vous pouvez lire. Oui. Election Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. La loi donne à l'ECAM un statut d'organisme indépendant, c'est-à-dire vis-à-vis des autres pouvoirs, ainsi que des autres forces politiques. Allez à l'alinéa 2. Il est clairement dit que l'ECAM exerce ses missions conformément à la Constitution. Allez-y, lisez. C'est clair, professeur, mais... Alors, je vous dis donc, s'il vous plaît, c'est clair. Ça veut donc tout simplement dire que le moment venu, lors de la validation des candidatures, parce que vous savez que ça commence par l'ECAM, que Élection Cameroun, le conseil électoral, se réfère à la Constitution. Mais nous sommes dans un pays où la loi est foulée aux pieds. Et l'exemple le plus patent, c'est ce débat à propos de la publication de la liste électorale nationale, de l'article 80. On ne comprend pas que le législateur fixe une exigence de publication et que le directeur général de l'élection Cameroun ne fasse rien. Ça veut dire que le problème est éminemment politique. Professor, donc, et pour me résumer, le débat juridique est vain, s'il vous plaît. Les choses sont tellement claires que je suis fatigué d'y revenir. Yes, I want to come back to a resume of what you are outlining, Professor, because you know the articles that you've cited, Article 2 sub 1 of the Constitution, featured in one of your recent outings, and it talks about the sovereign nature of the Cameroonian people, and you also outlined Article 15 sub 2 that talks about this imposed mandate that is null and void. But you've indicated clearly that the national president of the CRM political party, Professor Maurice Kamto, does not have a problem of representation as at now, considering that they've had people who are elected officials who moved into the political party and they still hold on their mandate, considering the fact that according to your analysis in Cameroon, what we are considering is the representative mandate and not an imposed mandate. Now, Ashir Kamgana had an issue seriously with the expectation of Article 6 sub 6 of the Constitution that says the electoral matters in the country are organized, are handled by the law, and the law in this context is the Electoral Code. Now, the question I'm asking is, conscious of the fact that there is an Electoral Code and it is a weapon to be used, or an instrument rather to be used by Election Cameroon in litigations, considering that there is the Constitution that is supposed to be the guiding principle for the Constitutional Council in the case of litigations. How then do we understand that Cameroonians are still worried and are still intensifying this same debate? Does it give the impression that they don't trust the election governing body enough, ELECAM? Does it give the impression that they might be doubting the outcome from the Constitutional Council? Très bien. Alors, déjà, je vais apporter une double réponse. Ce qu'il faut retenir des dispositions de la Constitution, est-ce que je me fais comprendre?
au plan constitutionnel, en combinaison des articles que j'ai évoqués, 15, 20 et 57 de la Constitution, le constituant ne reconnaît pas les partis politiques dans le cadre de la représentation. Ça veut donc tout simplement dire que ce soit le RDPC qui se bombe le torse, que j'ai des élus, ou que ce soit les partis d'opposition dont on estime qu'ils n'ont pas d'élus, comme le MRC, pour n'avoir pas participé à la dernière élection de 2020. La Constitution dit clairement ceci. Aucun parti politique ne peut se prévaloir d'un élu. La dictature des partis politiques est achevée depuis que la nullité du mandat impératif a été instituée. Alors, le problème est éminemment politique. J'en viens. Comment se fait-il que le constituant dit une chose et le législateur dit autre chose? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas une instance pour régler le problème? Ce qu'on a constaté, c'est que Élection Cameroun fait l'économie de la Constitution. Élection Cameroun fait même parfois l'économie de la loi. Est-ce qu'il me fait comprendre? Vous avez même des ministres de la République qui se substituent aux organes en charge de l'élection et qui proclament clairement que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle s'il est investi par son parti politique. Vous avez suivi le ministre Grégoire Rona. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Qui est membre du RDPC. C'est ce qu'il a dit. Il a dit cela. Vous avez suivi qu'il y a une plainte qui a été déposée contre le DGA d'Élection Cameroun, qui a manqué devant le Conseil électoral, qui a manqué à son devoir de réserve, en disant une fois de plus que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça que je vous dis que le problème est éminemment politique. Il est d'autant plus éminemment politique que nous avons au moins un organe qui était censé régler ces problèmes. Ce que j'appelle, de manière tout à fait libertine, le Conseil constitutionnel de tous nos malheurs. L'impression, ce n'est même pas l'impression. L'évidence qui s'impose est que ce soit Élection Cameroun ou alors le Conseil constitutionnel, pour moi, c'est des collaborateurs électoraux du pouvoir en place. Si un 7e septennat est confié à ces gens, ils n'auront que leur larme pour pleurer. Dernière chose, professeur, il y a justement ce débat qui a cours sur une candidature unique, des coalitions, etc. Vous êtes d'entendre dessus, que vous lâchez véritablement. Vous avez cité beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition qui pourraient porter ce projet que vous avez déroulé tout à l'heure. Vous, selon vous personnellement, qui peut le faire? Quel est l'homme qui sortirait du chapeau de cette candidature unique? Très bien. Je serai suffisamment franc. Est-ce que je me fais comprendre? Pour ne pas biaiser avec ce que j'estime être ma vérité. Ce que j'estime être ma vérité. Le véritable problème, c'est que les Camerounais sont habitués à la roublardise. Et ce que je veux dire peut faire mal, ou alors peut causer des dégâts. Je rappelle utilement que je ne suis encarté nulle part, dans aucun parti d'opposition. N'en parlons pas du RDPC. Moi, ça ne me traverse même pas l'esprit. Je voudrais encore conserver mon esprit très lucide. Parce que ce qu'on entend par huile de sardine est contaminé. Et je tiens à me préserver de ce mal-là. Ma conviction est la suivante, et qui part d'un constat de réalité. Si je vous retourne la question, d'après vous, quels sont les leaders d'opposition de poids qu'on a au pays à l'heure actuelle? Vous mettrez qui en tête? Et vous mettrez qui en seconde position? Moi, je vous le dis donc clairement. Ce sont les leaders de partis politiques qui devraient s'entendre. Ce sont les leaders de partis politiques qui devraient s'entendre afin de dégager une candidature consensuelle. Parce que l'émiettement de l'opposition n'est pas une bonne chose.
j'ai suivi mon petit frère, l'honorable Cabral Lidi, demander que l'on s'inspire de l'exemple du Sénégal, qu'il y a eu 17 candidatures, mais ça n'a pas empêché que le PASTEF remporte. Mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans la configuration du Sénégal. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? En Afrique de l'Ouest, c'était un peuple bouillonnant, qui en avait marre. Les Sénégalais sont à l'avant-garde du combat. Les universitaires qui ont dit à Macky Sall niet, le conseil constitutionnel qui a dit à Macky Sall modifier le candidat let, le peuple qui disait on en a marre, qui est prêt à affronter la soldatex. Mais dans notre contexte, ce n'est pas le cas. Vous convenez avec moi que qui affrontent le pouvoir, ce sont les leaders d'opposition. Ce sont les leaders d'opinion qui ont la capacité de dire la vérité comme moi. L'opposition, ce n'est pas seulement une histoire de leaders ou de membres de la société civile. L'opposition nécessite une implication du peuple. Alors, pour être direct, moi je vous ai dit tout à l'heure que mon vœu le plus ardent est que l'honorable Cabral et Maurice Kamto se mettent ensemble. Et quand on dit se mettre ensemble, en politique, il n'est pas exclu d'être humble. En politique, on s'entend sur un certain nombre de plateformes. On se dit, on va aller avec telle ou telle méthode de gouvernement, avec tels hommes. Donc toute la place aura sa place au sein de l'équipe gouvernante. Mais le fait pour les uns et les autres, chacun voudrait être avant, vraiment nuit. Mais je dis, et je le dis assez clairement, sans être partisan, que le leader de l'opposition, qui réunit à la fois la profondeur historique, n'est-ce pas, qui connaît bien le système pour avoir travaillé, qui a payé de sa vie pour avoir été emprisonné, qui est très bien structuré, qui a une popularité, c'est Maurice Kamto. Ça coûte quoi à l'opposition de fédérer les énergies tout autour de Maurice Kamto? Ça coûte quoi à l'opposition? Ça ne veut pas forcément dire que le moment venu, c'est le président Maurice Kamto qui sera en avant. Mais je dis au moins pour une base de départ, l'objectivité commence à faire observer. Comment de faire observer que c'est le président Maurice Kamto qui est le leader de l'opposition, hein, qui remplit un certain nombre de critères assez objectifs en termes de popularité, hein, en termes d'expérience, celui qui a payé de sa vie, et puis vient ensuite l'honorable Cabral. C'est pour ça que je dis que les deux, et puis viendront en appui, parce qu'il faut également citer une très brave dame, Madame Damjoya de l'UDC. Okay. Hein? Yes. C'est une dame non plus. Mais au moins c'est toi là. C'est cette dynamique que je souhaite que les uns et les autres fédèrent. Okay, Prof, I have a list here of some individuals. Their pictures were published by one of Cameroon's leading English-speaking newspaper, the Guardian Post, and of course those who have already declared their intentions to run for the race to A2D, call it the presidential election in Cameroon. I have a list of 28 Cameroonians who've declared. Among them are names that you already know. We have on that list Professor Maurice Kamto, Honorable Cabral Libi, we have Barrister Keremuna, we have Osi Joshua of the SDF party, we have Serge Espon Matomba, and Vale Pesala, whom you mentioned there. We have Celeste Besige and other people like Barrister Emmanuel Ashu and several other people. This is a message you are sending to these political figures. As I indicated, we have a total of 28 of them who are said to have already declared their intentions to run for the 2028 presidential election. This is energy that should be federated so that there can be hope at the level of the elections 2025. Your message is going to these political leaders, if I got you right. Alors, le message que j'adresse à ces leaders de l'opposition est suffisamment clair. Le peuple a soif de changement. Et ce peuple attend un signal de l'opposition. Sans cette fédération des énergies, on va assister à une situation contre-productive. La lassitude va s'installer. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est l'abstention. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que quand on émiette les énergies, ce sont les forces de l'opposition qui sont disséminées.
au moins il faut ce déclic psychologique que les leaders de l'opposition taisent leur ego surdimensionné. Ah, parce que ça, je vous le dis, il y en a. Hein. Je suis obligé parfois de couvrir les leaders de l'opposition. Parce que ce n'est pas tout le mal que je vais révéler. Mais il faut avoir pitié de ce peuple qui a la peine, qui a la recherche d'un leader consensuel, afin qu'on évolue. Et s'il vous plaît, lorsque ce leader consensuel sera placé, ce n'est pas pour assurer la gestion quotidienne qu'on a. Ce pays a besoin d'une transition. Parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Donc le message que je lance à ces leaders de l'opposition, c'est de fédérer leur énergie et d'avoir pitié du peuple qui a la recherche d'un candidat consensuel.